Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans le 13h à la une de cette édition. Le Premier ministre a reçu hier le président mondial du Rotary Club. Patrick Hachi et Shekar Metta ont discuté de divers sujets, notamment l'alphabétisation en Côte d'Ivoire et les actions du Club Service pour l'éradication de la polio. C'était à la primature au plateau. Audience à suivre au tout début de ce journal. Une bonne nouvelle dans ce journal, une excellente nouvelle même. Il n'y a pas de cas de virus Ebola en Côte d'Ivoire. La jeune Guinéenne ne souffrait pas d'Ebola. L'annonce a été faite hier par l'Organisation mondiale de la santé qui a donc décidé de rétrograder ses interventions en Côte d'Ivoire au niveau de riposte à celui d'état d'alerte. Les grossistes et les détaillants de vivriers souffrent des tracasseries routières. Les intervenants de la chaîne de livraison ont décidé de s'unir à travers le Haut Conseil des acteurs du vivrier de Côte d'Ivoire afin d'être plus forts et contribuer à la réduction de la cherté de la vie. Yannick Foumi et Walter Amado Ouattara les ont rencontrés pour RTI 1. Shekar Metta est le président mondial du Rotary Club. Il est en ce moment en Côte d'Ivoire pour une visite de quelques jours. Hier, il était dans les locaux de la primature. Le Premier ministre Patrick Hachi l'a reçu pour échanger sur divers sujets, notamment le rôle qu'a joué le Club Service dans l'éradication de la poliomyélite. Le compte-rendu de Sidonie Davila qui a assisté à la rencontre. Depuis plus de 30 ans, le Rotary Club mène des efforts pour l'éradication de la polio dans le monde. Aujourd'hui, même s'il existe très peu de cas, le Club Service continue de se battre pour l'éradication à 100% de cette maladie. En Côte d'Ivoire, pour un séjour de 48 heures, le président mondial du Rotary Club, Shekar Metta, a rencontré le Premier ministre. Il a évoqué avec Patrick Hachi le programme du Rotary Club dont la lutte contre la polio est en première ligne. Nous avons discuté de la question de la polio et de la lutte contre la polio et nous sommes très heureux de voir que depuis les 17 derniers mois, il y a eu très peu de cas. Nous avons rencontré hier le ministre de la Santé, de l'Éducation et aujourd'hui encore le Premier ministre pour évoquer ces questions. Et nous sommes heureux que la Côte d'Ivoire soit un pays où il n'y a plus de poliomyélite, même si au niveau mondial, il y a encore des pays où il y a certains cas, mais nous espérons que dans les prochains mois, on pourra affirmer que cela a été éradiqué. Depuis 1987, le Rotary Club a investi plus de 8 milliards de francs CFA dans l'éradication de la poliomyélite dans le monde. La priorité de ce club service, cette année, sera axée sur l'émancipation des filles, d'où le thème du mandat rotarien, servir pour changer des vies. De l'Éducation nationale et de l'alphabétisation informe la communauté éducative et les parents d'élèves que les inscriptions à la maternelle et au CP1 au titre de l'année scolaire 2021-2022 auront lieu du jeudi 2 septembre au vendredi 10 septembre 2021 de 7h30 à 16h30 dans les écoles maternelles et primaires publiques sur toute l'étendue du territoire national. Pour le recrutement au CP1, la priorité est accordée aux enfants âgés de 6 ans au 31 décembre 2021. Pour le préscolaire, sont autorisés les enfants âgés de 3, 4 et 5 ans au 31 décembre 2021. Le recrutement au CP1 dans une école publique est gratuit avec ou sans extrait d'acte de naissance au jugement supplétif. La rentrée scolaire approche donc à grands pas. Elle est fixée officiellement au 13 septembre prochain. C'est un moment redouté par de nombreuses familles. L'ONG Bloom, elle, vient en aide à plusieurs dizaines de ces familles défavorisées en offrant aux élèves des fournitures scolaires. Cette année, ce sont plusieurs milliers de cahiers et de cartables qui ont été distribués aux élèves pour le bonheur de leurs parents. Le compte-rendu de Franck Quadio. Un échec et Korotoumou décide de ne plus retourner sur les bancs de l'école, une décision motivée par les conditions d'extrême pauvreté de ses parents. Il n'y avait pas les moyens, donc j'ai décidé comme ça de ne pas aller à l'école. Des parents vivant à Yopougon, soutenus par l'ONG Bloom, pour convaincre la jeune fille de retourner à l'école, elle reçoit un chèque des mains de Danielle Sissi, présidente de l'ONG. Les parents souhaitent mettre l'enfant à l'école, mais ils n'en ont pas les moyens. Donc l'enfant est en âge d'aller à l'école, mais ne peut pas le faire. Ce sont ces femmes-là, ces jeunes filles que nous prenons en charge
pour les aider à ne pas rater le train de l'éducation. Les valeurs sociales qu'elle défend, c'est-à-dire le soutien aux femmes démunies, aux enfants démunis, surtout à la jeune fille, sont des valeurs que nous partageons à travers notre entreprise. On n'a pas énormément de moyens, mais le peu que nous gagnons, nous pensons que nous devons le partager avec les structures qui participent à l'aide aux enfants, aux femmes démunies. Et c'est ce que nous faisons. En cette veille de rentrée scolaire, l'ONG Bloom et ses partenaires sont à la rescousse des familles démunies. Des kits scolaires composés de cartables et 3800 cahiers sont offerts aux élèves issus de 300 familles. La maman, vraiment, dans sa bonté, m'a approché et m'a conseillé. M'a beaucoup parlé et je vais aller à l'école. En tout cas, la femme l'a aidé, remercie. C'est par rapport à lui, mon enfant va à l'école. Des prestations de jeunes bénéficiaires, des témoignages et des concours poétiques sont entre autres quelques activités qui ont ponctué cette cérémonie de remise de kits scolaires. En tant que chaîne de télévision, comment réussir la couverture d'élections nationales? Le Conseil supérieur de la communication burkinabé à l'école RTI, en prélude aux élections municipales qui vont se tenir l'an prochain au pays des hommes intègres, une délégation de ce conseil a jugé fondamental de venir s'inspirer du modèle ivoirien et c'est la RTI, championne dans le domaine, qui a été choisie. Suivez le témoignage de Walter Amadou Ouattara. Une délégation du Conseil supérieur de la communication du Burkina Faso à Cocody, à la maison de la radio-télévision ivoirienne RTI. Cette délégation conduite par Aboulaye Bamogo, vice-président du CSC burkinabé, est venue s'inspirer de l'expérience de la RTI en matière de couverture médiatique des élections. Pour que nos médias soient de véritables facteurs de paix, de cohésion sociale dans notre pays. Et donc, ces échanges que nous avons eus ce matin avec les responsables de la RTI nous ont encore confortés dans ce sens-là. Nous avons eu des pistes d'action dans l'autorégulation déjà au sein même du média que nous pouvons aussi exploiter au niveau du Burkina, parce que la régulation, ce n'est pas seulement le régulateur, c'est avant tout les médias eux-mêmes. Sollicité et félicité pour son professionnalisme, la direction générale de la RTI assure qu'elle est consciente des futurs challenges et défis dans un environnement audiovisuel en perpétuel changement. En la matière, c'est un combat de tous les jours et sur tous les plans. Et donc, il faut chaque fois également se remettre en question. Il y a des aspects sur lesquels il y a des faiblesses qu'il faut combler, il y a des aspects acquis qu'il faut aussi conserver et renforcer. Aux côtés de la délégation burkinabé, le directeur général de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, ACA, organisme ivoirien de régulation de l'audiovisuel qui veille au respect de l'éthique et de la déontologie en matière d'information. Les points essentiels que nous avons à partager avec eux concernent les décisions prises par le collège des membres de l'AACA. Et ce collège des membres de l'AACA a pris 4 grandes décisions pendant les élections. Une décision qui concerne les chaînes de services publics, une autre qui concerne les web TV, les web radios, une décision qui concerne également les chaînes privées commerciales et une dernière qui concerne le digital. Donc nous avons remis toutes ces informations à nos hôtes afin qu'ils puissent s'imprégner de nos pratiques ici en Côte d'Ivoire. Cette séance de travail a duré plus d'1 heure. Et justement, l'AACA, la Haute Autorité de Communication Audiovisuelle, s'est exprimée hier face à l'affaire qui fait grand bruit depuis ces dernières 48 heures. Elle révèle, et je cite, qu'au cours de l'émission La télé d'ici vacances du lundi 30 août 2021, l'animateur Yves Dembella a reçu sur le plateau de 2 ex-détenus, dont l'un condamné pour viol, coups et blessures. L'AACA constate que dans la conduite de l'émission, M. Yves Dembella a invité l'ex-condamné pour viol à reconstituer sur le plateau de l'émission, à l'aide d'un mannequin, son mode opératoire. Cette reconstitution d'un acte de viol par son auteur, en direct et à 1 heure de grande écoute, soutenue par des propos obscènes, constitue une apologie du viol et porte une grave atteinte à la dignité de la femme, aux bonnes mœurs ainsi qu'à la sensibilité du jeune public. La AACA tient à rappeler que le viol est un crime selon la loi
pénal et partant, sa banalisation et la mise en vedette d'un ex-détenu condamné pour ce crime sont absolument intolérables. Aussi, l'AACA tient-elle à manifester sa compassion à toutes les victimes de viols, hommes et femmes, ainsi que sa solidarité à toutes les personnes, associations et organisations œuvrant pour la promotion des droits humains et pour la lutte contre les violences faites aux femmes. Par conséquent, le collège de l'AACA réuni ce jour par visioconférence a décidé de la suspension de M. Yves Dembella, animateur de l'émission Incriminée, pour une durée de 30 jours de toutes les antennes des chaînes de télévision et de radio en Côte d'Ivoire. Par ailleurs, l'AACA invite la nouvelle chaîne ivoirienne NCI à plus de vigilance dans la programmation de ses émissions et l'encourage à prendre toute initiative en vue de la sensibilisation des populations sur les violences faites aux femmes. Se remettant en cause, le confrère Yves Dembella a eu à présenter ses excuses à tout le monde, car en voulant sensibiliser, il a fauté. N'empêche, il continue de faire les frais suite à cette émission qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive. C'est le comité Miss Côte d'Ivoire, qui vient de prendre la décision de choisir un autre animateur que lui pour la grande finale du concours qui se tiendra samedi prochain. Issa Chonayeo. La plus belle fille de la Côte d'Ivoire sera connue ce samedi au Palais des Congrès du Sofitel Hôtel Ivoire. Cette fête de la beauté se fera sans le présentateur vedette Yves Dembella. La communication a ses exigences et je pense que le ton satirique de l'émission n'est pas passé apparemment. Et donc il y a un malentendu qui s'est installé. Je pense que Yves est un grand professionnel de la communication. Il saura avec le temps rectifier le tir, il saura expliquer et il sera, j'espère, compris un jour. Mais nous, dans cette attente, il nous a approchés pour nous demander de pouvoir surseoir à sa présentation pour cette édition-là, parce qu'il préfère prendre un peu de recul. Donc nous avons pris toutes les dispositions qu'il faut pour assurer l'animation de l'événement ce samedi. Le comité Miss Côte d'Ivoire s'active pour offrir une belle soirée aux spectateurs et téléspectateurs. Pour ce faire, les 24 filles finalistes multiplient les séances de répétition. C'est un grand boom. C'est la première année de la décennie 2020-2030. Donc vous avez pu constater qu'il y a eu beaucoup de réformes. Donc je pense que ça se passe très bien. Les filles sont d'un bon niveau. Thierry Kofi assure que l'événement va se dérouler dans le strict respect des mesures barrières. On est tous d'accord que le viol ne cible pas uniquement le corps. Les plaies ne font pas toujours couler du sang. Le viol est un crime. En voilà un qui, lui, tue depuis bientôt 2 ans sans être inquiété. C'est le coronavirus. Il avance, il mute, il revient plus en force, il affecte le monde, nous endeuille, il bouleverse nos vies. Le point de la situation Covid-19 d'hier mardi n'est pas différent de celui des jours d'avant. Des morts, de nouvelles contaminations, mais aussi des patients guéris. Ceux-là sont au nombre de 138. Les nouveaux cas confirmés sont au nombre de 151, ce qui fait un total de 55 669 malades de Covid en Côte d'Ivoire depuis mars 2020. 441 morts au compteur, avec 5 pour la seule journée d'hier. Le monstre se croit certainement invincible, mais il fera moins le malin quand nous ferons tous fait vacciner. Là, c'est une fausse alerte, finalement, et cela nous réjouit. Il n'existe aucune preuve de la présence du virus Ebola en Côte d'Ivoire. Après de nouvelles analyses de l'Institut Pasteur de Lyon, en France, sur les prélèvements réalisés par la jeune Guinéenne présentée par les autorités comme infectée mi-août. L'annonce a été faite hier par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui a donc décidé de rétrograder ses interventions en Côte d'Ivoire au niveau de riposte à celui d'état d'alerte, et elle précise que de plus amples analyses sur la cause de la maladie de la patiente sont en cours. Voilà donc une page noire qui se referme.
Les portes de l'université de Cocody, elles, s'ouvrent pour nous accueillir. Sur place, l'association des étudiants en sciences et technologies a organisé une cérémonie de promotion des filières techniques. Une occasion pour ces étudiants de présenter leurs projets et leurs doléances au ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, représenté ce jour-là par son directeur de cabinet, Astou Touré-Dagnogo. La cérémonie de promotion des filières techniques organisée par l'Association des étudiants en sciences et technologies de l'Université Félix Houphouët-Boigny a été l'occasion pour ces derniers de présenter des projets à leur tutelle. Cette journée m'a apporté beaucoup d'espoir par rapport à ce que nous avons au sein de notre université. On a bien vu que nos jeunes ont des capacités à piloter des projets qui ont besoin de financement, qui ont besoin de soutien. Et pour pouvoir mettre à profit ces projets-là. Il faut un facilitateur pour que ces jeunes diplômés ou ces jeunes apprenants puissent aller en immersion en milieu professionnel à l'effet de perfectionner leurs projets de façon à ce qu'ils puissent aussi rentrer dans la vision de M. le ministre. Les étudiants des différentes filières techniques de l'université Félix Houphouët-Boigny ont exprimé leur reconnaissance au ministre Adama Diawara et au président de l'université pour leur dévouement au profit d'un enseignement de qualité. La cérémonie de promotion des filières techniques de l'université Félix Houphouët-Boigny par l'Association des étudiants en sciences et technologies a mobilisé l'ensemble des étudiants concernés, le corps professoral, les anciens étudiants de ces filières et les associations estudiantines sœurs. Comme on le dit, le temps n'efface pas toutes les souffrances. Nos proches disparus restent à jamais dans nos cœurs. Le 30 août de chaque année, l'on célèbre la Journée internationale des personnes disparues. Journée célébrée hier en Côte d'Ivoire par le Conseil national des droits de l'homme et le Comité international de la Croix-Rouge. Même si les victimes de disparitions forcées ne devraient pas être rappelées à notre souvenir seulement une fois par an, leurs familles ont quand même été encouragées à entretenir l'espoir. Le reportage de Jeanne Atobé. Entre deux phrases de son discours soigneusement préparé, des larmes d'angoisse et de douleur. Et comme pour soutenir les pleurs de dame Nabintou Koulibaly, une autre dame dans l'assistance éclate en sanglots. Ces deux femmes s'interrogent encore sur ce que sont devenus des membres de leurs familles respectives disparus et à ce jour, toujours pas la moindre idée du lieu où ils se trouveraient ou de ce qu'ils seraient devenus. Ce mardi, jour de commémoration de la Journée internationale des personnes disparues, une pensée leur est adressée et pour leurs proches, leurs familles, une invitation, selon les mots du président de la Croix-Rouge de Côte d'Ivoire, à ne point laisser la flamme de l'espoir s'évanouir. Ça fait 10 ans que mon fils a disparu. Plusieurs d'entre nous, c'est des années, depuis la crise post-électorale jusqu'à présent. Mais on espère que ces personnes qui nous sont chères et qui peut-être sont quelque part, le fait d'échanger déjà nos souffrances, ça nous permet de résister et d'espérer. Nous avons été informés d'un enfant abandonné. La famille était même inquiète et se posait beaucoup de questions et nous avons réussi à le réintégrer dans sa famille qui était très très contente. Les personnes disparues sont généralement victimes de conflits armés, migration, catastrophes naturelles, déplacements internes, détentions illégales, arrestations, enlèvements ou toute situation de violence. Quelles que soient les circonstances de la disparition, les familles et proches de personnes disparues, selon le CICR, se retrouvent dans l'angoisse, une souffrance émotionnelle et psychologique. À cela s'ajoutent de nombreux besoins en termes économiques, psychologiques, sociaux et législatifs. Des besoins que le Comité international de la Croix-Rouge et le Conseil national des droits de l'homme de Côte d'Ivoire appellent à combler, rappelant aux États leurs obligations. Il y a le cadre légal international, le Conseil national des droits de l'homme le rappelle année après année qu'il est important d'adopter ces documents, ces mécanismes de droit international. Au-delà de ça, il y a une volonté claire, explicite des entités concernées en Côte d'Ivoire de travailler sur cette thématique. Le rapport de la Commission nationale d'enquête qui a été mis en place suite à la crise post-électorale a dénombré du 31 octobre au 11 mai 265 cas de disparitions forcées. Et c'est pour cela qu'il faut prendre des mesures pour la protection de toute personne
contre la disparition forcée. En Côte d'Ivoire, la Croix-Rouge locale dispose d'un service appelé RLF, rétablissement des liens familiaux, grâce auquel les familles et les proches de disparus peuvent entretenir l'espoir de retracer ou de retrouver cette catégorie de personnes vulnérables. Cap à présent sur Bouaké, dans la région de Bouaké. Le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie y était hier en visite de travail. Une fois sur place, Camara Thomas a pu se rendre compte des conditions de travail de ses collaborateurs. Une occasion pour lui de les exhorter au travail bien fait. Le compte-rendu de Charles Tatou de la station régionale RTI Bouaké. Les activités liées au secteur des mines et du pétrole prolifèrent dans la région de Bouaké. Pour preuve, l'on constate plusieurs sites d'orpaillage qui nécessitent des dépôts de carburant et de gaz, ça et là. De petites activités de commerce illégales. Pour les différents directeurs régionaux des mines et du pétrole de la région de Bouaké, le manque de moyens de mobilité et du personnel pose problème pour la lutte contre les activités clandestines. Sur le plan mine, c'est l'orpaillage clandestin qui nous fatigue ici, surtout dans la zone de Brobo et puis Sakassou. Toutes les carrières industrielles, elles sont vraiment dans les normes. On ne peut rien faire sur le terrain tant qu'on n'est pas équipé. Il y a le problème de local aussi. Et on a un seul véhicule que voici. Lorsqu'il est occupé pour une mission, les autres sont obligés d'attendre. La distribution du gaz butane destiné aux ménages qui est aujourd'hui détournée au profit des taximètres ou bien des industriels. Et il faut qu'on passe le message dans toutes les contrées pour que l'homme ivoirien respecte les normes. Des préoccupations exposées au ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, Thomas Camara, en visite de travail à Bouaké. Il s'agit pour le ministre de toucher du doigt les réalités du terrain. La question du pétrole, par exemple, il y a l'utilisation frauduleuse du butane, les centres remplisseurs clandestins qui sont à combattre. Donc, ils font un travail important pour mettre de l'ordre de ce côté. Côté mines et géologie, il y a la gestion de toutes les carrières et la gestion des autorisations pour les carrières et les sites. La question de l'orpaillage clandestin que nous combattons avec la plus grande énergie. Donc, je suis venu les informer de ces situations-là, de ces décisions qui ont été prises par le Conseil national de sécurité. Le ministre Thomas Camara invite ses collaborateurs à faire preuve du travail bien fait, vœu cher au président de la République Alassane Ouattara. Je les encourage à travailler davantage, à remplir et atteindre les objectifs qui leur sont assignés. Le président Alassane Ouattara fait du bon travail à la tête du pays. Il faut également que les structures que nous sommes fassions également notre part pour que le pays se développe effectivement. Une visite guidée du chantier des futurs locaux de la direction régionale des mines a mis fin au séjour du ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie à Bouaké. Je vous le disais en titre, les grossistes et les détaillants de vivriers de Côte d'Ivoire s'unissent pour vaincre les tracasseries routières. Ils sont désormais réunis au sein d'une association dénommée le Haut Conseil des acteurs du vivrier. Cette initiative est selon eux une solution pour faire baisser le coût des denrées alimentaires sur le marché. Comment vont-ils y arriver? Yannick Efoumi et Walter Amadou Attara leur ont posé la question hier au marché Siporex 3 de Yopougon. Marché Keita, Yopougon, Sipores, l'un des plus grands sites de déchargement de denrées alimentaires à Abidjan. Selon des acteurs du vivrier, 10 à 15 camions débarquent ici tous les matins dès 6 heures pour livrer les commandes des commerçants. Pourtant, le trajet des convoyeurs depuis les champs jusqu'au marché est parsemé de difficultés. Parce que ce secteur-là, nous sommes dans l'informel. Quand on va charger en brousse, il n'y a pas de bascule là-bas, tu as fini, tu dois monter sur un bascule pour connaître ton poids. Donc tu es obligé de venir comme ça. Arrivé à Yamsogo, tu dois monter sur le bascule. Tu ne sais pas quel poids tu as pris. Souvent, ça nous taxe. PP 400 000, 450 000. De genoux là à Abidjan, on peut se retrouver à 30 000 francs, 40 000 francs au corps habillé. Les commerçantes qui mènent très souvent leurs activités sur fonds propres peinent de plus en plus à faire face à cette hausse des coûts de livraison. C'est ici nous on gagne peine de nos enfants. Mais tout est cher sur le terrain.
ça ne marche pas. Transport pour envoyer nos bagages là, c'est cher. Donc quand on va, on ne s'en sort pas. Aider les camionnaires. Comme ça, ils vont nous arranger aussi. Conscients des difficultés rencontrées par les acteurs du vivrier, les responsables du site du marché Keïta s'érigent en avocats. Ce que nous on demande, c'est que l'État doit essayer de comprendre un peu nos difficultés que nous rencontrons. C'est-à-dire, la première des choses, la venue des marchandises que nous recevons ici, qui viennent de toutes les zones, nous n'avons pas assez de moyens logistiques pour transporter. Donc ce qui fait que du coup, il y a beaucoup de pertes. Lassés de faire face individuellement à cette situation qui perdure, les acteurs du vivrier ont décidé de s'unir à travers le Haut Conseil des acteurs du vivrier de Côte d'Ivoire. Nous avons jugé bon de créer cette structure afin de pouvoir pallier à tout ce qui peut être carence dans le secteur du vivrier. Donc le Haut Conseil des acteurs du vivrier sera là pour accompagner tout ce qui est initiative d'amener à bien toutes les activités dans le secteur du vivrier. Créé en 2020, le Haut Conseil des acteurs du vivrier de Côte d'Ivoire se donne pour mission la facilitation du convoyage de vivres, la commercialisation, l'accompagnement et l'amélioration des conditions de travail de ces acteurs. On parle aussi de rassemblement et d'union à Amanguakro dans l'Indénié du Ablin. Là-bas, on parle plutôt développement de la localité. Et dans le but de rassembler tous les habitants dans un esprit de vivre ensemble, la mutuelle du village a organisé le week-end dernier des journées culturelles. Et vous allez le voir, c'était un véritable moment de fête. Et Dangui Dangui, notre reporter, n'a pas boudé son plaisir. Petit point noir. À l'est, sur la carte de la Côte d'Ivoire, dans la région de l'Indénié-Guablin, le village d'Amanguakro a été un pôle d'attraction le week-end dernier, avec ses journées culturelles dénommées Yeya, c'est-à-dire Retrouvons-nous en Langagné. Prestation de tam-tam parleurs, exécution de chants, de danse du terroir, sous l'œil des gardiens des us et coutumes et des cadres de la localité. L'événement a tenu toutes ses promesses, selon les personnes interrogées. Cette année, en tout cas, nous sommes très émus de l'ambiance. En tout cas, on remercie beaucoup la mutuelle que, en tout cas, ça continue comme ça. Les femmes, nous allons sensibiliser nos sœurs pour qu'ensemble, nous puissions peut-être mettre en place une association pour pouvoir appuyer la mutuelle pour le développement de notre village. Parrain de ces journées culturelles avec en toile de fond la promotion de la cohésion sociale, des valeurs du terroir, Kwadio, fils de la région, entend donner un coup de fouet au développement de ce village. Je suis acteur de développement moi-même, en tant que président d'un ADC. Et quand on me parle de développement, je ne peux pas rester mieux. Il fallait que je reprenne présent et servir d'exemple à la jeunesse, donner ce qu'on peut à cette jeunesse pour pouvoir avancer et investir chez eux. La finale du tournoi de football doté du trophée Kwadio a été l'un des temps forts de cette édition du Yeya qui a mobilisé plus de 3000 âmes selon les organisateurs. Nombreux sont ceux d'entre nous qui ont pratiqué le scoutisme, ce mouvement éducatif d'origine chrétienne destiné à compléter la formation de l'enfant par des activités collectives et de plein air. Le mouvement scout a pour but de contribuer au développement des jeunes en les aidant à réaliser pleinement leurs possibilités physiques, intellectuelles, sociales et spirituelles en tant que citoyens responsables. Et les éclaireuses de Côte d'Ivoire le réussissent fort bien. C'est en cela qu'un hommage vient de leur être rendu dans la commune de Koumassi. 1971-2021, déjà 50 ans que ces femmes sont dévouées à la vie communautaire. Réunies au sein de l'association éclaireuse laïque de Côte d'Ivoire, 20 d'entre elles sont honorées pour leur abnégation. En première ligne, les responsables du scoutisme en Côte d'Ivoire et la municipalité de Koumassi. Le ministre Mercier Congo nous a demandé de venir encourager ces filles. Il leur a dit qu'ils sont dans le bon chemin, sur la bonne voie. Ils ont la même vision que lui. Parce que quand on entend le mot éclaireur, ça suppose quelqu'un qui donne la bonne vision, qui permet aux uns aux autres de ne pas se tromper. Pour ces récipiendaires, la célébration de ce cinquantenaire illustre l'impact du genre dans l'encadrement des jeunes. Avoir 50 ans, c'est beaucoup. 50 ans de vie dans une association,
ce n'est pas donné à tout le monde. Or, nous sommes l'une des premières associations qui avons 50 ans de vie. C'est pourquoi aujourd'hui nous célébrons. Avec les éclaireuses laïques, je crois qu'il n'y aura pas de dépravation. En les encadrant, on essaie de vraiment contourner à tous ces mœurs-là. Le trophée représente grande chose. C'est toute ma vie qui est là. Vraiment, à l'âge de 6 ans, j'ai commencé. Et jusqu'à aujourd'hui, j'ai bientôt 60 ans. Vraiment, je suis très heureuse. Cette cérémonie d'hommage s'est achevée par une conférence fédérée. Les atouts pour un scoutisme féminin dynamique plus fort en était le thème. Merci de toujours suivre RTI 1 pour rester bien informé. À demain, 13h, dans la pleine santé.